Chers amis, chers collègues, on va rester dans nos labos, on va rester dans notre métier d'audioprothésiste, mais on va parler d'une catégorie de patients un petit peu particulière. Conflit d'intérêts, oui, parce que je suis audioprothésiste à temps plein, puis je travaille occasionnellement pour le groupe Audioforméa dans le cadre du DPC Acouphènes et j'ai créé ma propre entreprise de formation pour les audios intéressés par l'apprentissage des techniques de réhabilitation auditive pour les patients acouphéniques et hyperacousiques. On parle de quoi? On parle de diminution de la tolérance au son. On exclut d'emblée tout ce qui est recrutement et rattrapage progressif de la sonie et on va aller parler de 3 catégories. Les scientifiques divisent la diminution de la tolérance au son en hyperacousie, et c'est notre métier de nous occuper de ça. Et puis aussi la misophonie et la phonophobie qui impliquent davantage des émotions. Et on va pas tellement, on va quitter nos cabines d'audiométrie et on va plutôt s'orienter vers des questionnaires pour faire la distinction entre ces 3 sous-catégories, comme ça a été déjà suggéré par d'autres chercheurs. Dans l'hyperacousie, et ça c'est notre métier, la gêne est liée aux caractéristiques physiques du son, c'est un problème d'intensité de fréquence. Dans la misophonie, la gêne est plutôt indépendante, c'est plutôt une émotion très négative par rapport à un type de bruit détesté, c'est souvent des bruits de succion ou des bruits de déglutition. Et par contre, dans la phonophobie, je rappelle que c'est une phobie et que donc nous ne sommes pas habilités à diagnostiquer ce genre de choses. C'est un diagnostic psychiatrique. Le sentiment dominant est la peur. C'est souvent la peur de dégrader son audition. C'est souvent la peur de perdre l'audition. L'hyperacousie, ben là, on a un consensus qui est pas ancien, qui dit que pour avoir une hyperacousie, pour avoir un diagnostic d'hyperacousie, il faut que l'ensemble des SSI, donc c'est le coefficient de Johnson sur l'ensemble des fréquences, doit être inférieur à 77 décibels HL, et d'autre part, atteindre au moins 50% de réponses positives au questionnaire de Calfa, ce qui correspond au score de 22. Dans la misophonie, comme je l'ai dit, c'est plutôt une réaction émotionnelle, et donc le traitement se fait par des psychologues, et on note le caractère déplaisant ou antipathique du son qui génère des conduites d'évitement et quelquefois de l'isolement social. On retrouve la misophonie et la phonophobie principalement chez des enfants et des jeunes handicapés et psychotiques. L'épidémiologie de l'hyperacousie, ben c'est pas rien. C'est super important. 2% de la population souffre d'une hyperacousie. Si par contre, on prend les patients qui arrivent dans nos labos et qui sont plus ou moins drainés, et parce que vous ratissez plus ou moins large dans votre région, là, un certain nombre de chercheurs en Pologne, en Espagne, ont rapporté des niveaux de consultation de l'ordre de 10 à 15% de patients hyperacousiques. Et rappelons aussi, notion très très essentielle, que pour Jastreboff, le père de la méthode TRT, 90% des patients hyperacousiques ont aussi un acouphène. Tout simplement parce que c'est le même mécanisme créateur. On va reparler un petit peu plus loin. Alors, il y a 3 différences essentielles dans notre prise en charge. On va évaluer chacune de ces 3 différences successivement. D'abord, l'évaluation se fait par questionnaire. Donc, on évitera la mesure systématique autant que possible du seuil subjectif d'inconfort. C'est quand même revenir à faire mal pour chercher un diagnostic, c'est pas très confortable pour le patient. On va plutôt préférer la mesure de la limite supérieure de confort, upper limit of comfortable loudness, comme on le dit en anglais. Et ça donne de très bons résultats également. Et puis, surtout pas de réflexe sapénien, je pourrais vous raconter des histoires de conflits et de procédures au tribunal entre des médecins des gorges-oreilles et des patients acouphéniques à propos de réflexes sapéniens qui n'auraient peut-être pas dû être faits. Et donc, évitons aussi ce genre de choses, c'est trop bête. Alors, les questionnaires, il y en a plusieurs. Le premier est allemand, les 2 suivants sont français, et celui que j'utilise le plus, parce qu'il est beaucoup plus court, c'est celui qui a été mis en place par le docteur Goebel en Allemagne, Gerhard Goebel, et qui reprend des questions, les meilleures questions du questionnaire de Nelting et les meilleures questions du questionnaire de Calfa. Alors, le mini HQ9, le voici. Je ne sais pas si j'ai un pointeur, non, ça n'a pas l'air. Le mini HQ9, le voilà. C'est donc un questionnaire avec seulement 9 questions. Ça se présente un peu comme un THI.
avec oui, non et entre les deux des situations intermédiaires. C'est court, c'est simple, c'est surtout sensible au changement. Et donc, vous voyez dans le bas de la feuille qu'il y a une gradation qui est proposée par Goebbels avec 4 quartiles et le grade 1, léger, moyen, modéré et sévère. Donc, les 4 grades qu'il suggère. Je n'ai pas encore de big data à vous montrer en la matière, mais la pratique clinique me montre que la durée de la thérapie, et vous voyez qu'on est en mois, pas en semaine, comme on le voit sur certains logiciels, en mois, dépend du grade de l'hyperacousie. Deuxième différence, l'approche audioprothétique, on reste dans nos labos et on va proposer un bruit calibré, mesuré, façonné par un audioprothésiste. Ce bruit doit être efficace, il doit être audible, il doit être indolore, inférieur au seuil subjectif d'inconfort. Il doit être stimulant, on doit pouvoir recréer des nouvelles connexions. On sait qu'on peut recréer des nouvelles connexions, on va reconnecter l'oreille au cerveau, dans le cas de neuropathie notamment. Et puis ce bruit doit être ciblé sur les fréquences qui nous intéressent. Règle d'or, je vais peut-être surprendre quelques-uns, éviter la douleur et donc pas d'amplification en primo-intention. On utilisera un stimulus prévisible, sans variation aléatoire, continue, et couvrant l'ensemble des fréquences. Et coup de chance, on a ça dans tous les appareils auditifs modernes. Ça s'appelle un producteur de bruit blanc. Enfin, jusque-là, c'est assez simple, finalement. Ça fait quelques coups de clic en plus et puis une évaluation par questionnaire. C'est pas trop compliqué. Le troisième aspect, là, ça vous demande de la création d'une banque d'images. Et donc, l'approche cognitive, la compréhension du patient va être essentielle. Il va falloir lui apprendre ce dont il souffre et on va devoir lui apprendre à accepter un certain nombre de choses, à distinguer. Il y a des patients qui viennent en vous disant « là, à droite, ça va pas. Ça siffle, parfois c'est trop peu, je sais pas très bien ce que j'ai », des choses comme ça. Et il va falloir donner un nom à chacune de ces pathologies. C'est un problème de compréhension dans le bruit, c'est un problème d'hyperacousie et d'acouphènes. Et bien entendu, se spécialiser en la matière, c'est aussi se spécialiser en counseling. Donc, il va falloir expliquer un certain nombre de choses aux patients. Alors, c'est quoi, monsieur? Qu'est-ce que vous leur racontez à vos patients? Parce que moi, j'ai une banque d'images. Voilà, quand je reçois un stagiaire, je lui explique, on fait 4 séances de 30 à 40 minutes. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette banque d'images? Eh bien, d'abord, on sait très bien ce qui produit l'hyperacousie. C'est pas un truc qui tombe du ciel, voilà. L'origine n'est pas psychologique, elle est neurophysiologique. On évoquera des processus comme l'accommodation, la régulation du gain central et la recherche de l'homéostasie. On évoquera aussi la durée du traitement, et dans ce cadre-là, on parlera de l'influence de l'âge et de la plasticité cérébrale, de la durée de la privation, et on fera une analogie avec la vision en disant, si vous êtes dans le noir pendant 8 heures, vous avez un éblouissement pendant quelques secondes. Si vous êtes dans le noir pendant 8 jours ou 8 semaines, eh bien, la durée de la réhabilitation augmente. Les gens comprennent ça pour la vision, mais ils ne le comprennent pas directement pour l'audition, donc il faut leur dire. Et puis on parlera aussi du grade de l'hyperacousie en rapport avec le questionnaire de Goebbels dont j'ai parlé. On va leur dire aussi que l'hyperacousie est un mécanisme normal d'un cerveau normal, on parle d'accommodation ou de modification du gain central, on parle de réorganisation corticale et on intégrera dans le counseling la notion de surdité cachée. On peut avoir ça avec une perte de 20 dB, bien sûr. Et on va parler de l'ancienneté de la surdité, de la vitesse d'évolution, de l'âge à l'apparition du trouble. Avoir un patient qui a 50 ans et une perte d'audition depuis 20 ans, ou 10 ans, ou 10 mois, c'est pas la même chose. Et le même patient, s'il a que 20 ans, c'est pas la même chose non plus. Donc, on va parler de plasticité cérébrale. Voici le genre d'image qu'on va trouver dans ma banque d'images. On va parler, bien entendu, de tonotopie. On va rappeler que la tonotopie se retrouve à tous les étages dans l'air auditif, et puis que le noyau cochléaire, là, eh bien, il a un rôle de contrôleur. Et il va compenser. Il va maintenir l'homéostasie. Il va maintenir l'équilibre entre les basses et les hautes fréquences. Et il va maintenir l'équilibre gauche-droite. Et que donc, tout ceci va générer des influx complémentaires. Ces influx complémentaires vont générer acouphènes et hyperacousie. Il y a donc un lien. Il y a un lien entre hyperacousie et acouphène. Alors, quel est ce lien? Eh bien, c'est cette activité des noyaux cochléaires, des noyaux sous-corticaux, qui vont compenser le manque en provenance de l'oreille.
Le noyau cochléaire est pointé du doigt. Lisez les travaux de Susan Shore, qui est au WCA cette année et hôte de la FREPA. Et puis, il y a aussi le colliculus inférieur, qui lui est plutôt pointé par Joss Egermont, un grandissime neurophysiologiste. La surdité cochléaire va jouer un rôle de déclencheur. En laboratoire aussi, on peut le faire. Si on injecte un poison ototoxique à une souris, eh bien, on va avoir une augmentation du taux de décharge au-delà du noyau cochléaire. Donc, avoir un manque jusqu'au noyau cochléaire, et puis au-delà, une augmentation du taux de décharge et une augmentation de la synchronie neurale. Ce sont deux corollaires de l'hyperacousie et de l'acouphène. Et donc, quels sont les objectifs de notre thérapie sonore? Ce n'est plus une adaptation prothétique qu'on fait, c'est une thérapie sonore. On va réduire l'hyperactivité des relais sous-corticaux. On va créer un effet de matelas sonore. Le terme n'est pas de moi, il est d'Hervé Bischoff. Je rends à César ce qui lui appartient. Il y a un effet cognitif. La compréhension de la maladie va participer à l'acceptation de celle-ci, à l'acceptation de soi et au final à l'estime de soi. Sans être psychologue, c'est magnifique. En conclusion, je dirais que on parle maintenant de réingénierie de la profession. On parle de modification de la grille horaire. Je pense qu'il y a un vrai besoin de se concentrer sur ce qui est essentiel. Et je propose, si on passe à une licence pro par exemple, la création d'un bloc de 150 heures au moins, consacré à l'acouphène et à l'hyperacousie et à son traitement. Et pour les professionnels, ceux qui sont déjà diplômés, eh bien, il y a le DPC acouphène, le TCS acouphène, la formation et le coaching d'équipe. Et je termine avec mon adresse mail si ça vous intéresse. Voilà, j'espère qu'il y a des questions. Merci beaucoup, Philippe. Alors, tu proposes dans ta dernière slide d'inclure la thérapie sonore de l'acouphène et l'hyperacousie dans une grille horaire. Tu parles de 150 heures. Est-ce que tu as des idées un peu plus précises là-dessus? Alors, je pense qu'il faut de toute façon une base neuroanatomique. Il faut un très bon cours de neuroanatomie, de neurophysiologie de l'audition. Il faut bien comprendre que le nerf auditif, c'est pas un tout à l'égout. Il faut bien comprendre le rôle de chacun de ces relais. Et puis, il va falloir aussi un cours de thérapie sonore, peut-être en deuxième année. Donc, le premier en première, un cours de thérapie sonore en deuxième année, avec un panel assez large de tout ce qui est proposé, y compris les bruits encochés, des choses comme ça. Et puis, je pense qu'en troisième année, il faut un vrai cours de discussion de cas, avec, comme ça existe dans certaines facultés. Je me rappelle que c'est moi qui ai créé ce cours à la faculté de Nancy il y a quelques années. Voilà. Donc, je pense qu'en tout, il va falloir 150 heures à peu près. Merci beaucoup pour cette précision. Et côté réglage, tu nous indiques que tu exclus la mesure des seuils d'inconfort. Et qu'en est-il du réglage du niveau de sortie? Alors, je dirais que la question se pose pratiquement pas, puisque les patients hyperacousiques, comme je l'ai dit, en première intention, n'ont pas besoin d'amplification. Ce sont déjà des gens qui vous disent que quand ça fait ça, ben moi je l'entends très fort ce claquement. C'est vraiment insupportable. Quelqu'un qui joue avec son bic, c'est pas tolérable. Quelqu'un qui a porté des talons, je supporte pas. Donc ce sont des exemples d'hyperacousie et qui ne sont pas que par rapport à des bruits très forts. C'est parfois aussi par rapport à des bruits faibles. Et donc il va falloir créer ce matelas sonore et générer un bruit blanc avec un producteur adapté, mais pas nécessairement utiliser l'amplification, donc a priori. Et quand le patient va mieux, quand on a passé cette première année à augmenter sa dynamique auditive, à ce moment-là, il peut y avoir une mesure du seuil subjectif d'inconfort plus traditionnelle et utiliser très précautionneusement celle-ci pour donner du gain et un niveau de sortie confortable. Voilà. Merci à toi. Merci.